L'information de 23 h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Le gouvernement réglemente les professions agricoles et annonce un statut juridique pour les réfugiés en Côte d'Ivoire. Des décisions prises au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi 8 juin. Le résumé vous sera rendu dans ce journal. Nous parlerons ce soir du début des épreuves orales et pratiques du BEPC. Les 533 608 candidats ont été soumis ce jour à l'épreuve d'anglais. Cette phase de l'examen devrait s'achever dans 4 jours et suivront les épreuves écrites du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022. Et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance lance officiellement la phase de répression contre les assujettis non à jour de leur obligation de déclaration de patrimoine. Les concernés encourent une amende égale à 6 mois de leur salaire. Bienvenue dans ce 23 h. Un conseil des ministres s'est tenu ce 8 juin au palais de la présidence de la République. Le gouvernement a adopté un décret déterminant et réglementant les professions agricoles prises en application de la loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire. Le conseil annonce aussi la création d'un statut juridique pour les réfugiés et sur le plan culturel, l'adoption d'un projet de loi portant protection du patrimoine culturel national. Le compte-rendu par Viviane Aïma. 3 projets de loi, 6 projets de décret et 3 communications ont été adoptés par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 8 juin 2022 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des projets de loi, on retient le projet de loi portant statut de réfugié qui vient combler un vide en ce qui concerne la législation en la matière en Côte d'Ivoire. Il y avait un flou. On n'avait pas de statut dans notre pays d'asile. Donc ce texte vient justement combler ce vide et nous permettre donc de pouvoir avoir un statut d'asile et avec tous les avantages, tous les dispositifs qui vont avec. Si vous vous souvenez, lorsque notre pays a reçu au cours des années 90 des réfugiés, ils ont été quasiment accueillis dans les villages chez l'habitant. Ils n'ont pas eu de statut véritablement. Aujourd'hui, ce texte vient combler ce vide en permettant au pays d'avoir un dispositif qui permet d'encadrer les réfugiés et ceux qui viennent demander asile. Le Conseil des ministres a en outre pris la décision de mettre de l'ordre au sein de la Corporation des professions agricoles. Ainsi, l'exercice du métier d'agriculteur sera désormais soumis à une immatriculation. Il s'agit, comme cela se fait partout, de réglementer les professions agricoles. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, un ensemble de textes avait été adopté concernant le ministère de la Culture pour pouvoir donc réglementer le secteur des artistes, le secteur des acteurs. Il est important que notre pays s'organise et que, en ce qui concerne les différentes activités, je dirais, professionnelles, il y a des réglementations. À l'époque, ce décret avait permis donc de dire qui est acteur, qui est artiste, afin de pouvoir organiser donc cette filière et permettre à tous ceux qui exercent dans cette filière de pouvoir bénéficier des offres et services qui peuvent être mis à leur disposition. Il en est de même pour la profession agricole. Il y a une loi d'orientation agricole en Côte d'Ivoire qui a été prise et cette loi exige d'organiser la profession agricole. C'est ainsi donc que 11 branches ont été définies et les agriculteurs seront classés par rapport à ces branches-là. Et inévitablement, une fois qu'ils appartiendront officiellement à la profession d'agriculteur, eh bien, ils pourront bénéficier de tous les services auxquels les agriculteurs ont droit. Donc cela veut dire que si vous voulez bénéficier de toutes les disponibilités, de tous les services que l'État met à la disposition des agriculteurs, il faut que vous soyez identifié, référencé comme tel. Sinon, vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc, est-ce que c'est une obligation? Je pense qu'il est de leur intérêt de se faire immatriculer pour pouvoir bénéficier
de tous les services que l'État mettra à la disposition donc des agriculteurs. Le mois de juin qui marque la fin de l'année scolaire et universitaire et ouvre le cycle des examens, le Conseil des ministres a adopté toutes les dispositions nécessaires concernant les examens à grand tirage que sont l'entrée en 6e, le BEPC, le bac. La session 2022 des examens à grand tirage prévue du 7 juin 2022 au 25 juillet 2022 enregistre 1 582 346 candidats, dont 703 948 candidats pour le CEP, 533 608 candidats pour le BEPC et 14 223 pour les tests d'orientation en classe de seconde, et enfin 330 567 candidats pour le baccalauréat. Ces candidats sont tous répartis dans 4013 centres au total sur toute l'étendue du territoire. Le calendrier détaillé donc de ces examens à grand tirage se présente comme suit. Pour le CEP, les épreuves écrites sont prévues pour le mardi 7 juin 2022 et les proclamations des résultats sont pour le 21 juin 2022. En ce qui concerne le BEPC, les épreuves orales ont commencé donc ce mercredi 8 pour se terminer le samedi 11 juin 2022. Les épreuves écrites auront lieu du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022 et la proclamation des résultats est prévue pour le mardi 5 juillet 2022. En ce qui concerne les tests d'orientation en classe de seconde, les épreuves orales commencent donc le mercredi 13 pour finir donc le 15 juin 2022. La proclamation des résultats est prévue pour le 5 juillet 2022. En ce qui concerne le baccalauréat, les épreuves orales sont prévues commencer le 21 juin pour se terminer donc le vendredi 1er juillet. Pour les épreuves écrites, elles sont prévues du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet et les résultats sont prévus pour être proclamés le 25 juillet 2022. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 22 juin. Nous gardons l'image du palais présidentiel où le nouveau président de la FIF a été reçu hier en audience. Yacine Idriss Diallo est venu prendre conseil auprès du président de la République pour le succès des éléphants à la CAN 2023. Il a aussi adressé ses remerciements pour les actions du chef de l'État en faveur du sport et du football en particulier. Jérôme Kofi Aboula. Son nom, Yacine Idriss Diallo. Il est le président de la Fédération ivoirienne de football. En tant que tel, il n'ignore pas la lourde charge qui est la sienne pour assurer de concert avec le premier responsable des sports, le ministre Paulin-Claude Danho, le succès des éléphants footballeurs lors de la prochaine CAN que la Côte d'Ivoire a l'honneur d'organiser en 2023. Pour lui, les conseils qu'il faut pour atteindre cet objectif ne peuvent venir que du locataire du palais présidentiel, à savoir le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes venus aussi le remercier pour tout ce qu'il fait pour le sport en général et pour le football en particulier. Nous sommes venus prendre des conseils auprès de lui suite à notre élection. Nous sommes venus lui confier en tant que guide de notre pays, en tant que capitaine des éléphants, notre équipe nationale qui doit participer à la CAN 2023. Par ailleurs, comme une promesse, le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, rassure. Il indique que tout son staff, appuyé par le ministère des Sports, travaille pour donner toute sa chance à la Côte d'Ivoire de porter à l'occasion de cette compétition dans l'histoire du football ivoirien une autre étoile continentale, la troisième, bien entendu.
Et notre audience au palais présidentiel, le chef de l'État s'est aussi entretenu hier avec le prochain secrétaire général du CAMES, le professeur Souleymane Konaté. Il a reçu les encouragements du chef de l'État après son élection à la tête du CAMES. Il est le premier Ivoirien à occuper ce poste depuis la création de l'institution en 1968. Jérôme Kofi Aboula. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire vient d'être honorée au niveau de l'enseignement supérieur sur l'échiquier continental. Porté récemment à la tête du secrétariat général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES, le professeur Souleymane Konaté s'est rendu ce mardi au palais présidentiel. Il y a rencontré le président Alassane Ouattara pour lui dire merci par rapport à son soutien à sa candidature pour ce poste. L'objet de cette visite était de venir d'abord transmettre tous les remerciements à son Excellence pour avoir donc soutenu cette candidature, pour l'avoir portée. Et le deuxième objectif, c'était de présenter le secrétaire général du CAMES par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et le troisième objectif, c'était de faire le compte-rendu du déroulement de la campagne de l'élection à son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Nous avons reçu les félicitations donc, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et tous ses encouragements. En sortant du palais présidentiel, Souleymane Konaté ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est désormais l'une des fiertés du président Alassane Ouattara ainsi que de tous ses compatriotes. Pour mémoire, il est le premier Ivoirien à accéder à ce poste depuis la création du CAMES en 1968. Et cette audience du vice-président de la République, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a été reçu par le vice-président de la République, Koné Tiemoko Meïlé, qui lui a adressé ses félicitations et ses encouragements pour la réussite de sa mission. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est depuis cet après-midi à Brazzaville, la capitale politique de la République du Congo. Elle a été accueillie par Antoinette Sassou Nguesso, première dame de la République du Congo, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Congo et des membres de la communauté ivoirienne basée dans ce pays. La première dame de Côte d'Ivoire prendra part les 9 et 10 juin prochains à la 26e Assemblée générale de l'OPDAD, l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, dont la première dame de la RDC est la présidente. Un événement qui se tiendra au centre de conférence internationale de Kintélé, commune située au nord de la ville de Brazzaville. Et plus d'une dizaine de premières dames d'Afrique sont attendues à ces assises dont les travaux seront marqués par l'élection d'une nouvelle présidente de l'OPDAD. Les épreuves orales de la session 2022 du BEPC 2022 ont démarré ce jour en Côte d'Ivoire. 533 608 candidats seront pendant 4 jours soumis aux épreuves orales. Les épreuves orales du BEPC ont démarré ce 8 juin par l'épreuve orale d'anglais. Nos équipes ont suivi pour vous le début de ces oraux au lycée classique d'Abidjan. Sephora Zegui. Lycée classique d'Abidjan, démarrage ce mercredi 6 juin des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC. L'anglais est la seule matière de composition. Grace Emmanuela vient de terminer sa partition. Un peu stressée au départ, mais garde un brin d'espoir. Quand j'ai lu les tests pour mes romans, j'avais rien compris. Mais au fur et à mesure, j'ai essayé de m'améliorer et j'ai vu que tout était normal. Pour cette première journée au lycée classique d'Abidjan, les enseignants jugent passable le niveau des élèves. C'était pas trop ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport à rehausser donc, le niveau des élèves. À 2 pas des salles d'examen, la salle d'attente, le stress est à son comble. On n'a pas peur, on a passé tout le temps à parler anglais durant les 9 mois. Alors donc quand on est devant les évaluateurs, voilà, on fait preuve d'abnégation, de courage.
Mais heureusement que Emma Sossou, la responsable, est là. Elle passe rassurer les candidats en lice. Tous les acteurs sont à leur poste ce matin. Les interrogations ont commencé. Les professeurs sont là, tout le monde a répondu présent. Et tout se passe bien. Débuté ce 8 juin, les épreuves orales prennent fin le 11 juin prochain pour laisser place aux épreuves écrites qui auront lieu du 13 au 17 juin prochain. Au lycée classique d'Abidjan, 750 candidats sont soumis à cette épreuve. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance ouvre une phase de répression après plusieurs mois de sensibilisation. Elle concerne les assujettis non à jour dans leur obligation de déclaration. Et les jours à venir, les personnes assujetties à la déclaration du patrimoine recevront des notifications des commissaires de justice. On en sait davantage avec Sephora Zegui. Fini la phase de sensibilisation pour la déclaration de patrimoine. Place à la répression. Emmanuel Assis, au nom du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'a annoncé à la presse. Depuis 2015, seulement 78% des assujettis à la déclaration de patrimoine ont effectivement déclaré leurs biens. Les 22% restants sont invités à le faire sous peine d'amende. En termes de sanctions, il est important de rappeler que tout agent public assujetti qui refuse de déclarer son patrimoine ou qui fait une fausse déclaration encourt une amende égale à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction occupée ou le mandat exercé ou à exercer à travers la présente cérémonie. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend informer l'ensemble des assujettis à la déclaration du patrimoine du passage à la phase de répression. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance veut renforcer à travers cette action la transparence dans la gestion des fonds publics. Cette tâche sera l'affaire de la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'auxiliaires de justice, notre rôle serait d'inviter, sinon d'inviter les assujettis lorsqu'on sera requis par la Haute Autorité, aller vraiment au domicile ou au service de ces personnes assujetties pour leur donner l'information qu'ils sont appelés pour laisser trace écrite en fait. En réalité, pour laisser trace écrite, pour ne pas que ces assujettis disent qu'ils n'ont jamais été convoqués, n'ont jamais reçu telle invitation. Les assujettis à la déclaration de patrimoine doivent déclarer leurs biens dès leur prise de fonction ou mandat, ainsi qu'à la fin de ceux-ci dans un délai de 30 jours. Lorsqu'un changement survient, ils doivent faire une mise à jour ou une déclaration de cessation d'activité. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a signé en 2019 une convention de collaboration avec la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire afin de mettre en application les mesures prévues par la loi en la matière. Hors de nos frontières, au Maroc, la première réunion ministérielle des États africains de l'Atlantique s'est tenue ce mercredi à Rabat, à l'initiative du Maroc. Le royaume chérifien a invité 21 pays pour participer à cette rencontre qui a pour objectif de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital qu'est la façade atlantique. Il s'agit également de promouvoir une identité africaine et défendre les intérêts stratégiques du continent. La délégation ivoirienne est conduite à cette réunion par le ministre des Transports, Amadou Koné. Il représentait la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. En économie, après la bonne notation de l'économie ivoirienne par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire attend 9 300 milliards de francs CFA. De son côté, la Banque mondiale, qui admet des efforts consentis par le gouvernement ivoirien, promet une mobilisation financière forte pour la réalisation du PND sur la période 2021-2022. Lanciné Bakayoko. Malgré la conjoncture internationale difficile qui oblige à reconsidérer ses projections à la baisse jusqu'à 2,9% en 2022, avec des prévisions peu enthousiastes sur les 3 prochaines années, la Banque mondiale est disposée à accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation de son ambitieux PND 2021-2025. Ce PND 2021-2025 traduit vraiment les intentions des autorités à maintenir une forte croissance économique, croissance qui devrait être emmenée beaucoup plus par les investissements privés et qui devrait être créatrice de plus d'emplois.
avec près de 68% des besoins en financement de ce groupe consultatif seront adressés au secteur privé à travers des PPP ou des investissements directs. L'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, la promotion de l'emploi, l'investissement privé, le développement régional équilibré, le renforcement de la gouvernance sont les 6 piliers du PND. Sur la base de ces 6 piliers, il est prévu des investissements sur la période 2021-2025 estimés à 59 000 milliards de francs CFA, dont 74% d'investissements privés et 26% d'investissements publics. Vous l'aurez noté, le gouvernement entend faire du secteur privé l'acteur clé de la création de richesses et d'opportunités d'emploi pour nos jeunes. Une bonne dizaine de partenaires financiers extérieurs ont déjà annoncé leur participation active au groupe consultatif prévu le 15 juin à Abidjan. L'objectif de mobilisation de ce groupe consultatif est de 9 336 milliards de francs CFA. À cet effet, la réunion du groupe consultatif contribuera à mobiliser les ressources externes et en complément des efforts nationaux. Cette réunion du groupe consultatif prévoit une table ronde des bailleurs de fonds, des panels permettant de présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et des séances B2B à l'intention des investisseurs. Passons à présent au point Covid de cette journée. Ce mercredi 8 juin 2022, 31 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés sur 797 échantillons. 19 nouvelles guérisons sont annoncées. Aucun cas de décès également annoncé à cette date. La Côte d'Ivoire compte 82 347 cas confirmés, dont 81 484 personnes guéries, 799 personnes décédées en tout des suites de la Covid-19 et 64 cas toujours actifs. Au total, 14 243 079 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans notre pays. La célébration de la journée officielle, la journée mondiale de l'environnement, a eu lieu officiellement hier dans la commune du Plateau. À cette occasion, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a invité les populations à poser des actes allant dans le sens de la sauvegarde et la protection de l'environnement. Nous en parlons avec Grace Kando. Une seule terre. Ce thème de la Journée mondiale de l'environnement, célébré le 5 juin de chaque année, s'inscrit dans la décennie 2021-2030 des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. D'où ce message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelant à la préservation de la planète. Une planète en bonne santé est indispensable, tant pour ses habitantes et habitants que pour la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Elle nous fournit de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments. Elle régule le climat et nous protège des phénomènes météorologiques extrêmes. La célébration de la Journée mondiale de l'environnement a été marquée par la remise du rapport sur l'état de l'environnement en Côte d'Ivoire aux acteurs et autres partenaires au développement. Nous avons constaté que la Côte d'Ivoire dispose donc de ressources importantes et bénéficie d'une place stratégique du point de vue climatique, mais malheureusement, nos comportements de tous les jours tendent donc à dégrader cet environnement. Ce rapport-là nous amène à pouvoir réviser notre relation avec la terre, avec la nature, pour que véritablement nous puissions bénéficier des services écosystémiques qui nous rendent la vie meilleure. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable réaffirme son engagement à jouer son rôle de chef de file pour assurer la durabilité environnementale. Je vous invite donc à prendre une part active à la restauration du couvert forestier, la qualité de l'air, la salubrité du cadre de vie, la préservation des mangroves, la lutte contre la pollution des plans d'eau fluvio-lagunaires, la restauration des terres dégradées et la lutte contre les effets du changement climatique.
Le ministère de l'Environnement et du Développement durable invite les populations à être des ambassadeurs des modes de production propres et de gestion durable de l'environnement. Le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, reçoit un prix pour sa contribution remarquable au développement humain et pour la promotion du développement des territoires. C'est un prix reçu dans le cadre de la 9e édition du sommet Africité qui s'est tenu du 17 au 21 mai dernier à Kisumu, au Kenya, suivant ce récit de Herman Guivet. Le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Ahoussou Kouadio Jano, reçoit de la main du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, dans Haut-Paulin-Claude, un prix qui fait de lui un membre honoraire des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Caractérisé par plusieurs présents, ce prix lui a été décerné à l'occasion de la 9e édition du sommet Africité tenu du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu, au Kenya. À ce sommet international, le président de l'UVICOSI conduisait la délégation ivoirienne, forte d'une centaine de membres. Ce prix décerné au président du Sénat célèbre son engagement au service du développement local. Ce prix m'a été remis par le président Joaquim Chissamo, ex-président de la République de Mozambique, qui a été invité spécialement à venir remettre ce prix au président Jano Ahoussou Kouadio pour ce qu'il a fait pour la promotion du développement humain, pour tracer la voie aux futures générations, mais ce qu'il est aujourd'hui pour la promotion du développement des territoires. Honoré de cette distinction, le président du Sénat, Ahoussou Kouadio Jano, n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son soutien et à l'ensemble des acteurs engagés au service du développement local. Alors que je viens de recevoir de vos mains les attributs de membres honoraires de l'Union des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, dans le collège des anciens maires et leaders des collectivités territoriales d'Afrique, mes pensées, empreintes de reconnaissance et d'un fort sentiment de redevabilité, s'élèvent vers le président Alassane Ouattara, dont l'inestimable soutien m'a permis d'être élu président du conseil régional du Bélier, puis de présider aux destinées de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI. Rappelons qu'au cours de ce 9e sommet Africité à Kisumu au Kenya, la Côte d'Ivoire a été élue à la tête du réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales. Le pays devient ainsi le principal acteur des discussions, des programmes de promotion des marchés financiers municipaux. La conférence internationale du travail se tient depuis le 27 mai dernier à Genève, en Suisse. Une 110e session à laquelle participe la Côte d'Ivoire et à la tribune hier. Le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale a été invité à partager la vision du gouvernement ivoirien sur la thématique principale traitée dans le rapport du directeur général du BIT. Maître Adama Camara a évoqué la politique sociale de la Côte d'Ivoire inscrite dans le plan national de développement 2021-2025. Le récit de Serge Coléa. La thématique principale traitée dans le rapport du directeur général. Dans son intervention à la tribune de la 110e session de la Conférence internationale du travail, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a évoqué la déclaration d'Abidjan axée sur une Côte d'Ivoire solidaire. Cette politique sociale, initiée par le président de la République, s'appuie sur 6 piliers du plan national de développement 2021-2025. Maître Adama Camara a cité entre autres l'accélération de l'industrialisation, le développement du capital humain, la promotion de l'emploi et de la solidarité nationale. Mon pays est d'avis qu'à l'instar de la plupart des pays en développement, il doit poursuivre les efforts déjà entrepris pour accélérer la transition vers le secteur formel des travailleurs indépendants qui sont les acteurs les plus nombreux de notre marché du travail. Résorber le déficit de la protection sociale, améliorer la qualité de l'emploi et le niveau d'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap, assurer plus de conformité sur les lieux de travail et atténuer la vulnérabilité de notre économie au choc extérieur et au réchauffement climatique. Les partenaires sociaux présents à cette conférence internationale du travail adhèrent à cette vision. J'avoue que M. le ministre Adama Camara est un homme d'action. Il dit et il fait. Nous repartons à Abidjan, Ragaillardi. Ce que nous allons développer pour la Côte d'Ivoire sera pour l'intérêt de tous les partenaires sociaux que sont
les travailleurs, le patronat et le gouvernement lui-même. Avec notre programme national de la transition de l'économie informelle vers le formel, avec les nouveaux dispositifs de protection sociale que sont la retraite complémentaire pour les fonctionnaires, que le régime des travailleurs indépendants et la retraite complémentaire pour les travailleurs du secteur privé formel, la Côte d'Ivoire est inscrite résolument dans les perspectives de l'Organisation internationale du travail. Et nous, en tant que travailleurs, nous sommes engagés pour accompagner le gouvernement. En marge de la 110e session de la Conférence internationale du travail, CIT, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, et la ministre de la Fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, ont rencontré les responsables des centrales syndicales. Au menu des échanges, les travaux préparatoires de la nouvelle trêve sociale. Des Ivoiriens effectuent un pèlerinage en Israël. Partis la semaine dernière, ils découvrent plusieurs vestiges du temps de Moïse à Jésus-Christ. Des moments de forte communion que nous font découvrir Éric Goré et Odilon Blé. Les pèlerins ivoiriens à fond. Depuis leur arrivée en Terre Sainte, ils multiplient visites, adorations, louanges et recueillements. Ils sont là pour prier pour la Côte d'Ivoire et représenter fièrement le pays sur cette Terre Sainte. Je prie afin que tous ceux qui n'ont pas pu avoir le privilège, l'opportunité à venir un jour en Israël, venir aussi vivre ces mêmes expériences et comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant et qu'il a été réellement celui qui était le sauveur du monde. L'Esprit Saint me visite tout le temps. Parce que tous les lieux que nous avons visités, j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. Comme ce lieu devenu l'esplanade des mosquées. Il était autrefois appelé dans la Bible l'esplanade des tombes. Des découvertes qui émerveillent ces pèlerins. Il y a eu aussi d'autres vestiges visités, dont le mur des lamentations. Au pied de ce mur, les pèlerins ont déposé leurs différentes intentions de prière. Et comme il a dit dans sa parole, tout étranger qui viendra sur ce mur et qui apportera un sujet, de le répondre. Et nous croyons que l'Éternel Dieu, qui n'a pas changé, qui ne change pas, nous a répondu. Nous voulons bénir le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur qui a dit, qui a fait la promesse à Salomon que l'étranger qui viendra en ces lieux, il lui promet d'exaucer cet étranger-là. Que nous aussi, nous puissions rentrer dans cet exaucement, dans ce projet. Nous sommes là et nous croyons que l'Éternel va nous exaucer, il va nous bénir. Depuis la suspension du pèlerinage en Israël pour cause de Covid-19, ce sont les tout premiers pèlerins qui renouent avec cette tradition. Dans l'actualité à l'international, une nouvelle aide de la Banque mondiale en faveur de l'Ukraine. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé hier un financement supplémentaire de 1,49 milliard de dollars en faveur de l'Ukraine pour aider le gouvernement à payer les salaires des fonctionnaires et des travailleurs sociaux. Ce nouveau financement porte à plus de 4 milliards de dollars le financement de la Banque mondiale. Le 8 mars dernier, l'institution avait approuvé une aide de 3 milliards avec un décaissement immédiat de 489 millions. Près de 2 milliards de dollars sont désormais décaissés, a précisé la Banque mondiale dans un communiqué. Elle précise également que le nouveau projet a bénéficié de garanties de financement du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Lituanie et de la Lettonie. Nous achevons ici ce journal. Merci de l'avoir suivi.